Voilà, donc là je vous fais une présentation que j'ai faite avant les vacances de Noël en Chine. J'avais été invité par l'université de Dalian, le Fine Art of College de Dalian, en fait, où là-bas ils invitent les gens pour apporter des éléments de recherche qu'ils financent en fonction de la quantité de carbone qu'on est capable de leur faire stocker. Comme ils font un quart des émissions carbone planétaires, il y a du taf. Donc voilà, je pense que je vais pas faire beaucoup, mais on va donner une bonne dynamique. Donc l'agence Urban Act, c'est une agence qui est à la fois dans l'architecture et dans l'urbanisme, où on essaye de créer une solidarité entre les deux dimensions. Et puis la remanufacture, c'est un atelier de menuiserie qu'on a récupéré dans le 11e, qui est vraiment issu de l'histoire du Faubourg Saint-Antoine, où il y a tous les métiers du bois, métiers d'art, historiques qui sont là, où on essaye de renouveler un peu les visions sur ces métiers-là. Donc je vais faire une présentation en 6 parties, mais je dirais qu'il y a les 2 premières parties où on sera plutôt sur de la théorie. Je vais essayer de tenir en 10 minutes. Tu m'aides, hein? Mais tu me dis là si jamais ça déraille, j'irai plus vite et droit au but. Ensuite, il y a une deuxième partie où je viens sur un enjeu. Là, c'est vraiment la dimension Urban Act où on travaille aujourd'hui sur des stratégies de péréquation foncière où on joue la relation entre une sobriété carbone, entre des terrains artificialisés qu'on renature, des terrains artificialisés qu'on urbanise à l'échelle de grands territoires, notamment sur l'agglomération de Sète en ce moment où on travaille sur le recul du trait de côte. Donc on peut arrêter le ZAN, hein, vous avez entendu, là les lois, on arrête le ZAN, ça sert à rien, on arrête bientôt la DPE parce que ça sert à rien. Alors je vous le dis tout de suite, nous on calcule, là c'est 1,20 m à peu près le niveau de la mer en 2100, voilà, la mer Méditerranée. C'est 20 000 logements sur le bassin de Sète qu'il faut faire déménager. Alors 2050, rien du tout. Bon, à peu près, voilà, ça va. Par contre, à partir de 2060, là, ça s'aggrave. Tout le sujet, c'est politique, quoi. C'est est-ce que le politique d'aujourd'hui, il décide pour 2060 ou pas? Ou est-ce qu'il pousse encore le tapis tant qu'il peut? Donc ça, c'est vraiment la première partie où on va parler plutôt d'enjeux carbone. La deuxième partie, vraiment sur la partie plutôt stratégie de renaturation. Et la dernière, plutôt sur la logique menuiserie. Donc le New Deal, énergie carbone, ça c'est pour vous faire comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le trop de carbone qu'on a dépensé durant le siècle dernier, à la fois en artificialisant des sols qui sont des puits carbone en général, quand ils sont vivants, quand on a vraiment la faune aérobique, anaérobique dans le sol. Quand il n'y a plus cette faune, ben, le sol il devient ce qu'on appelle inerte, c'est-à-dire il ne stocke plus le carbone, au contraire il en émet. Ce qu'on voit sur les enjeux carbone, c'est aussi tout le lien avec le patrimoine historique. Donc on a des bâtis dont on hérite du siècle dernier, qui sont des passoires thermiques. Et en fait, aujourd'hui, on fait des rénovations énergétiques où on a investi beaucoup d'argent, mais bon, un peu au pifomètre, quoi. C'est-à-dire, on se dit, tiens, moi, je vais changer les fenêtres, moi, je vais faire un isolant. En fait, vous voyez, quand vous avez une maison, ce qu'il faudrait faire en premier, c'est isoler la toiture. Souvent, c'est ce qu'on fait en dernier. Donc, on investit beaucoup d'argent dans des choses qui servent à pas grand-chose. Et puis, en général, il n'y a pas de vraie stratégie entre l'investissement individuel à l'échelle de mon logement, l'investissement de la copropriété à l'échelle de tout un immeuble, et puis l'investissement qu'on pourrait faire à l'échelle d'un patio, d'un îlot, où on pourrait gagner des jardins à certains endroits, épaissir un bâtiment à un autre, où ça gêne pas les voisins, où ça ramène un peu d'inertie sur un bâtiment. Donc ça, c'est des enjeux très importants à comprendre. Ce qui est très important à comprendre, c'est le lien qu'il y a entre les déperditions qu'on vient de voir là, les dispositifs techniques qui apportent l'énergie dans le bâtiment et tous les apports gratuits qu'on peut avoir. Il faut savoir que si je fais mon architecture, comme on dit, bioclimatique, où je joue à fond sur les apports gratuits, je peux économiser à peu près 30% de l'énergie sur mon bâtiment. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire dans les tissus urbains denses, et c'est ce que beaucoup d'urbanistes, architectes sont en train d'essayer de réfléchir aujourd'hui sur des dispositifs nouveaux. Un point très important, et vous verrez, vous comprendrez que c'est la clé de ce que j'essaye de faire aujourd'hui, même si c'est pas évident. On a 2 types d'énergie dans le monde. On a une énergie de flux, une énergie de stock. C'est les 2 types d'énergie qui existent. L'énergie de flux, c'est l'énergie que vous avez au bout de la prise qui permet d'éclairer la lampe qui est là et qu'on dépense en ce moment même. L'énergie de stock, c'est l'énergie qui est dans la matière, dans ce morceau de bois qui est là, et je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est une poutre que j'ai récupérée dans un bâtiment rue Cavagnac.
construit en 1900, frappé du charpentier en 1900, planté en 1860, démoli en 2016. Il y a une énergie de stock dans ce matériau. L'énergie de stock, c'est à la fois le carbone qui est stocké dedans, 50% de la masse volumique. C'est à la fois l'énergie du charpentier et de toute l'énergie qu'il a fallu mettre pour extraire le morceau de bois, le débiter. Elle est dans la matière. Le charpentier de 1900, il est dans la matière. Vous ne me croyez pas, mais il y est. Il y est. Et puis, il y a un truc génial, mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Tenez, alors c'est une pierre précieuse, hein, faites attention. Vous la touchez, ça a pris beaucoup de temps à la récupérer, la stocker, pour la redébiter et faire ce que je vais vous montrer tout à l'heure avec. Entre l'énergie de stock et l'énergie de flux, il y a un truc hyper important qui s'appelle le rendement. Entre toute relation, il y a un rendement. Dans la relation d'amour, il y a un rendement. Il y a un rendement, c'est-à-dire il y en a un qui donne, l'autre qui prend. Il y a un rendement, il y a une logique de d'économie, qui peut être c'est de l'amour, et si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que entre une énergie primaire et une énergie utile, c'est-à-dire l'énergie utile, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on utilise là. Mais l'énergie primaire, c'est celle qui est produite à la source. Donc, pour avoir cette énergie-là, alors, elle vient d'où d'ailleurs l'énergie qui est là? Une centrale nucléaire, on ne sait pas trop. Hein. Ça, c'est le problème en France, c'est qu'on ne sait plus, on a centralisé. Alors, sauf qu'entre l'énergie centralisée et l'énergie utile ici, on estime à peu près à quoi? Vous avez une idée, non, en termes de chiffres, le taux de rendement? Ouais, on est à 60%. 60% de perte. 60% de perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on centralise l'énergie, plus on a un taux de rendement qui est pas très efficace parce qu'on a des pertes dans les réseaux. Et puis parce que dans la relation entre l'énergie primaire, l'énergie finale, l'énergie utile, on a beaucoup de mal à optimiser. Vous rajoutez là-dessus l'effet rebond qu'il y a sur le fait qu'on a de plus en plus d'éléments qui consomment, au final, ça pose des vraies questions. Un point important qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ça, 80% des bâtiments qui existeront en 2050 existent déjà aujourd'hui. Ça veut dire que, en gros, si on veut agir massivement sur de l'économie carbone, il ne faut pas agir sur le neuf, il faut plutôt agir sur l'existant. Ce que dit EDF aujourd'hui, un gros problème, il dit, moi, entre l'effet rebond, la déperdition et tout ce qui se passe, je ne sais pas produire la France, l'électricité, l'énergie pour la France en 2050. J'y arrive pas. D'ailleurs, il y a des pays comme l'Angleterre où ils ont déjà dit qu'ils n'y arrivaient plus. Blackout énergétique organisé. Toutes les semaines, vous avez 2 heures de coupure nette d'électricité. Voilà, c'est comme ça. On planifie. Voilà. Au Liban, c'est comme ça. Alors au Liban, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des énergéticiens qui se sont mis en place et qui viennent vous vendre l'électricité directement à votre maison. Alors après, ça crée une économie parallèle assez étrange, hein, mais bon, on imagine ce qui se passe. C'est un peu comme quand on veut se refroidir. Là, l'idée, c'est de revenir sur la question du sol. On hérite de sols qui sont très artificialisés. Ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 15 ans à Porte d'Italie. Quand on est arrivé, donc on était sur un ensemble de bars comme ça qui étaient ouvertes sur le périphérique. Là, on a la Porte d'Italie, l'avenue d'Italie, le périphérique, l'entrée sur l'autoroute A6. On a travaillé en fait pour réouvrir le parc Kellermann qui était complètement fermé ici et venir recréer une continuité écologique jusqu'à l'avenue d'Italie. Alors au début, quand on a eu cette idée, c'était pas évident, d'y croire. C'est vrai que la difficulté, c'était que c'était une part de démolition pour de la reconstruction à cette échelle-là. Mais à la fin, en fait, quand on voit comment les bâtiments s'organisent dessus, on recrée des vraies continuités entre la manière avec laquelle les bâtiments ont été construits, la manière avec laquelle le quartier a été ouvert. On a une vraie logique de continuité à la fois faunistique et floristique qui est déterminante. Là, vous allez me dire, mais pourquoi on saute du coq à l'âne, c'est-à-dire on saute du bâtiment au sol? Parce que vous allez voir que pour moi, il y a une vraie solidarité à trouver entre les logiques de patrimoine bâti et de patrimoine écologique. On travaille par exemple aujourd'hui avec la LPO au sein de l'Ordre des architectes, je suis conseiller ordinal aussi. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. En fait, vous avez ce qu'on appelle des espèces inféodées au bâti. Vous avez des oiseaux comme l'hirondelle des ruisseaux, comme le martinet noir, comme qui sont adaptés, qui se sont adaptés aux bâtiments et dont le cycle biologique dépend des bâtiments. D'accord? Ça veut dire que si vous détruisez un bâtiment, vous détruisez une espèce. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Si vous isolez un bâtiment sans tenir compte du nid qui est un habitat protégé,
vous détruisez l'espèce qui est liée à ça. Donc, il n'y a pas de, je vous dis ça pour vous dire à quel point il n'y a pas de limite. On a artificialisé des sols, les espèces ont trouvé d'autres endroits pour pouvoir nicher, ailleurs que dans le sol. Dans le sol, il y a 1000 fois plus d'espèces vivantes que sur le sol. Le sol stocke du carbone. Si j'artificialise, je tue les espèces, je tue le cycle qui permet de stocker. Il y a un enjeu géopolitique mondial premier, je vais y revenir tout à l'heure. Bon, je passe rapidement sur le quartier de Paul Bourget, mais si vous voulez, je vous emmène là-bas quand vous voulez pour voir le résultat en termes d'architecture, de paysage et d'adaptation à ces enjeux climatiques. On essaye d'effacer le périphérique, on n'y est pas complètement arrivé, mais avec tout ce qui est mis en place avec les 50 km/h, la prochaine étape du périph', vous savez c'est quoi? Un feu, 2 feux, 3 feux, 10 feux sur le périphérique avec des gens qui traversent. Ça, c'est ce qui se passe à la prochaine mandature. Je vous mets ma main à couper. Oui, voilà. Alors ça, c'était il y a déjà 5 ans. Donc voilà, c'est un peu... donc là, on est à Tolbiac-Moulinet. On est sur une même logique. Et là, on travaille sur l'idée qu'on hérite de rues. Il y a beaucoup de rues dans Paris. En fait, il y a beaucoup de rues. Il y a de moins en moins de voitures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, l'idée, c'est de réfléchir à la relation entre des équipements qui sont trop serrés sur eux-mêmes et qui sont censés rafraîchir les habitants avec des plages. Vous imaginez de l'autre côté une rue voilà, qui est un peu complètement artificialisée. Et on imagine demain donc la relation entre la réhabilitation d'un patrimoine de Paris Habitat, là un équipement, la rue qui est entre les deux coupe complètement le système. Et demain, hop, on jardine la rue et on transforme les espaces publics. Ça, on peut pas le faire sur toutes les rues. Il faut que les rues primaires, secondaires fonctionnent. On le fait sur des rues qu'on dit troisième, tertiaire, qui sont des rues domestiques, qui n'ont pas vraiment de vocation à pouvoir être roulantes et sur lesquelles, là, on peut faire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, il y a un vote ce week-end. Hein. Si vous voulez, il faut y aller. C'est le moment ou jamais parce que c'est là que ça se passe. Donc voilà, ça c'est pour les petites les idées sur la question de la renaturation. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? En fait, on a 40 métropoles dans le monde qui émettent 70% du CO2 dans l'atmosphère. Ce que dit Monique Barbu, qui est l'ancienne secrétaire des Nations Unies en charge de la désertification des sols, c'est que ça, c'est un enjeu géopolitique mondial. Pourquoi? Quand on dit ça, on a l'impression de ne rien dire. Mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle planétaire? On émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. On accentue la désertification des sols. Vous regardez, juste par curiosité, le lac Tchad, l'évolution du lac Tchad durant les 20 dernières années. En fait, le désert est arrivé sur le lac et a complètement aseptisé les éléments. Vous avez sur la planète 1,4 milliard d'êtres humains qui sont agriculteurs. Vous en avez 600 millions qui cultivent le sol à la force de leurs mains. 600 millions qui cultivent le sol à la force d'un animal pour survivre. Et le reste, c'est l'agro-industrie mondiale qui nourrit 80% de la planète. D'accord ? Sauf que sur les 1,2 milliard, quand ils n'arrivent plus à manger, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils migrent. C'est-à-dire, ils n'ont pas le choix. C'est tu te barres ou tu crèves. Et on les retrouve où? Aux portes de nos métropoles. Et qu'est-ce que dit Monique Barbu? Elle dit, si les métropoles qui émettent 70% du CO2 dans l'atmosphère, qui sont, on dit, des métropoles industrialisées, qui ont hérité d'un sol artificialisé, on a pourri les sols durant tout le siècle dernier, renaturer 50% des sols artificialisés, on économiserait 2 degrés pour la planète. Alors là, il faudrait un gouvernement mondial pour s'organiser, faire le taf. À Paris, voilà, il y a une stratégie qui est en train de se construire pour essayer justement d'apporter une vraie réponse à ces enjeux-là, et c'est en train de se faire. Je reviens à l'échelle de mon mobilier. On est toujours bon là au niveau du temps? Ok. Objet-ifier, démolir ou réparer. J'adore Bruno Latour. Je ne sais pas si vous connaissez Bruno Latour. Alors, il avait un concept que je trouvais génial. Il disait, en fait, l'homme a objet-ifié le monde à l'image qu'il voulait qu'il soit. Objet-ifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on était tellement surpuissant en termes d'énergie, on pensait qu'elle était infinie le siècle dernier, qu'on pensait qu'on pouvait tout mettre en boîte de conserve. On pouvait tout designer de manière aseptisée, très beau, très lisse. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le beau. C'est le dogme du beau, la vérité du beau. D'accord? Il a dit, ouais, mais le problème, c'est que la planète va nous le rendre. Hein. Bruno Latour, Gilles Clément, le jardin planétaire. Vous voyez? D'un côté, l'objéification qui part du carbone stocké sur le bâti. De l'autre, la relation à la nature, la relation au sol. Moi, qu'est-ce que je dis avec ça? En fait,
je vis des expériences. Moi, je suis né un peu à l'est de la France, je suis fils d'ouvrier, j'ai été élevé par des compagnons. J'ai une vision un peu pragmatique des choses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, on m'appelle il y a 3 semaines, on me dit Alexandre, il y a un chantier de démolition sur le boulevard Saint-Germain. On est un peu embêté parce que voilà, on a 2 semaines pour démonter. En fait, pour l'instant, tout part à l'incinérateur, tout part. Voilà, on a 2 semaines pour démolir. Alors moi, j'arrive et je prends ces photos sur l'existant. Alors tout ça, ça part à l'incinérateur. Je me dis mince, ah là là, c'est quand même embêtant, quoi. Parce que l'incinérateur, ben, non seulement c'est du carbone stocké, c'est du carbone émis dans l'atmosphère, mais en plus, on perd toute cette histoire, quoi. Je me dis, allez, on s'organise. J'organise mon atelier de menuiserie, on y va, les gars, ok, on y va. J'arrive sur place avec mon petit maillet, mon petit ciseau à bois, d'accord. Et là, il y avait 10, 15 démolisseurs avec des masses. Et alors là, ça a été un combat très, très dur à vivre, hein, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivé, j'ai fait les premiers repérages pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait essayer de récupérer. Et le problème, c'est qu'il y avait des démolisseurs, des vrais. Alors, vous savez, un démolisseur, en général, ça rigole pas. Ça fait 2 mètres 10. C'est un peu comme ça, vous voyez. Alors, quand je suis arrivé au départ avec mon maillet et mon ciseau, que j'ai commencé à taper des petits morceaux de bois et tout, j'avais des démolisseurs qui me regardaient comme ça, ils étaient au bout, puis ils disaient, mais il va pas bien, lui. Il a pété un boulon. Il est siphonné, quoi. Puis, alors, ça se voyait, on n'avait pas besoin de se parler. Hein. Je voyais très bien que, bon, je continue, je stocke mes petits morceaux de bois. Et puis à un moment donné, il y en a un comme ça, il vient avec une masse. Vous voyez ça là? Avec une masse. Alors il n'avait pas vu qu'il y avait plus de verre que de bois. Alors du coup, ça a explosé, il s'est pris du verre plein le visage. C'était un moment un peu catastrophique, donc je suis arrivé, je les ai aidés. Et puis j'ai pris une visseuse, puis je leur ai dit, regardez, j'ai ouvert la porte, j'ai dévissé, j'ai enlevé la porte, et je lui ai donné la porte. Il m'a dit, oui, c'est vrai, ça va peut-être plus vite comme ça. Et puis à un moment donné, là, Ahmed, génial, comme on avait noué une relation sociale sur le chantier, à un moment donné, il voyait bien que j'étais en train de stocker des bois très spécifiques. Et puis à un moment donné, il avait un morceau de chêne, une poutre en chêne énorme. Et il vient me voir et me dit, tu l'as vu? Alors là, j'ai été, mais ça m'a fait chaud au cœur, quoi. Je lui ai dit merci. Merci. Alors j'ai pris ma poutre en chêne, j'ai été la stocker. Alors après, il est venu avec ça, il m'a dit tu le veux? Je lui ai dit non, ça tu peux le garder. Alors ça, c'était le patron qui gérait le chantier. Je l'ai pris en photo dans son cadre parce qu'il était tellement beau. Celui-là, je l'ai récupéré aussi. Et puis le lendemain, je reviens sur le chantier et on était devant le tas de bois là. Et puis je sentais un peu en colère. Il me dit, mais il parlait pas bien français, donc on avait du mal à se comprendre. Puis à un moment donné, il me regarde et me dit, t'es un voleur. Je lui dis, mais je comprends pas, pourquoi tu me dis ça? Je suis pas un voleur. On avait une histoire presque d'amour la veille, là, maintenant tu me traites de voleur. Enfin, on sait que dans les couples, c'est jamais simple, mais quand même. T'es un voleur. Je lui dis, bah non, je suis pas un voleur, je comprends pas. Et donc je continue à bosser, moi je m'arrête pas. Puis à un moment donné, je comprends qu'en fait, la veille, quand il m'a donné son petit morceau de bois et qu'on a eu cet échange, en fait, son patron lui a dit qu'il perdait du temps, du coup. Et que du coup, en perdant du temps avec moi, en me donnant des morceaux de bois, moi, j'allais m'enrichir avec ces morceaux de bois. Alors je lui ai dit, non, viens voir, je vais t'expliquer un truc. Et je lui ai dit, tu sais, regarde, tout ça là, tout ça, ça va brûler. Ça va aller à l'incinérateur. Et ça sera dans le nez de tes enfants, je lui ai dit. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est pas que je fais de l'argent. T'as pas compris. Parce que le temps que je passe à récupérer ça et ce que je fais avec, je te promets, je gagne rien pour l'instant. Et je t'expliquerai pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça, c'est un truc très vieux, hein, magnifique. Et en fait, démontage, 1h30. C'est de l'Ikea de l'époque. Complètement dingue. Tout en charpente. Tout assemblé avec des goujons. J'ai tout dévissé, j'ai tout fait, tout était nickel. C'était super agréable à démonter. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? Parce que c'est bien beau de démonter. Donc là, on est dans un appartement à Paris. Donc entre le moment où j'ai démonté et où j'ai eu ce petit combat carbone, et le moment où je remonte, donc ici à Paris, ici à Vernon, il s'est passé à peu près 3 semaines. 3 semaines. Avec des équilibres économiques qui sont très compliqués. Là, c'est la première fois sur ce chantier, et merci vraiment aux investisseurs qui étaient là, où j'ai été rémunéré pour récupérer de la matière.
C'est la première fois. Récupérer, stocker. Et ça m'a permis de trouver l'équilibre économique pour aller reposer après chez les gens. Donc voilà, elles avaient quoi? Elles avaient 70 ans. Elles partaient à l'incinérateur. Et là, on leur a redonné 50 ans, 70 ans de vie. On ne sait pas, mais c'est pas mal. Donc je reviens sur l'échelle globale. On a travaillé à l'échelle de l'architecture sur cette logique-là, sur la Fédération Envie à Paris, le laboratoire de l'économie circulaire, où on a fait 20 tonnes de matériaux neufs évités. Ça, c'est le chantier d'où a été extrait la poutre, le morceau de poutre qui est en train de passer. Donc toute l'âme primaire du bâtiment était comme ça. Alors j'avais de la chance d'avoir des vrais démolisseurs là, parce que quand ils m'ont dit viens chercher les poutres, vas-y charge-les, tout seul c'était pas évident. Heureusement j'avais des gens pour m'aider et on les a réusinés donc à la menuiserie. Là le bâtiment, en fait, quand on a déposé le permis de construire, le problème d'un gisement, c'est qu'entre le moment où on récupère le gisement, le matériau, et le moment où on peut le réutiliser, il n'y a pas de temporalité synchronisée. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est génial, d'ailleurs, quand je travaille avec des clients, ils ont beaucoup de mal avec ça. Ils disent, voilà, on a compris votre concept, on aimerait bien faire une bibliothèque avec vous, voilà. Et donc, du coup, on imagine un bois comme ça, comme ça. Et là, je dis, bah non, en fait, vous imaginez rien du tout. Parce que je sais pas, moi, ce que je vais avoir comme matériau. Ah bon, on peut pas imaginer? Si, on peut imaginer la conception, le volume, on peut imaginer le principe, les rangements. Par contre, le matériau, ça va être imposé. Il faut accepter que ce soit imposé, puisque c'est la logique du gisement qui va m'être donnée au moment où je vais l'avoir. Il y a toujours un moment de doute là, hein. C'est pas évident. Là, vous imaginez la Fédération Envie, quand on dépose le permis de construire, on dépose avec des portes récupérées. D'accord? Ça, c'est le permis de construire. Et en fait, la réalisation, c'est ça. Pourquoi? Parce que, en fait, les portes, en termes de réutilisation sur l'extérieur, c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que l'étanchéité à l'air, pour obtenir un DTU avec toutes les normes qu'il faut, c'est très compliqué. Ou alors il faut une double peau, il faut scinder les deux, c'est impossible. Tout ça, c'est du bardage de récupération de fin de chantier de l'entreprise avec laquelle on a travaillé. UTB, Union Technique du Bâtiment, Scope du Bâtiment, une entreprise vraiment très intéressante. On a fait des stocks. Alors, la façade, je l'ai refait environ 5-6 fois, parce que les stocks variaient. Les gars arrivaient sur le chantier le matin, ils prenaient des morceaux de trucs pour finir un autre chantier. Du coup, j'avais un stock qui bougeait tout le temps. Donc, ma conception bougeait en fonction. Mais au final, entre la manière avec laquelle on est parti de l'existant, la manière avec laquelle on avait le permis de construire, et puis le résultat et le final, bon, ça va, quoi. C'est pas sale. C'est un autre type d'architecture, quoi. C'est pas une architecture qui dicte sa loi. C'est une architecture qui s'adapte à une logique, voilà, qui s'impose. Et c'est comme ça qu'on stocke 20 tonnes de matériaux neufs évités. À la fois sur cette partie-là et à la fois sur les faux plafonds qu'on avait évités mais qu'on peut plus aujourd'hui avec la réglementation bâtiment. On est obligé de tout encapsuler. Ça, c'est un vrai problème. À la fois sur les briques de récupération, à la fois sur les planchers et à la fois sur la cloison qui est là, qu'on a fait au sein de l'atelier de menuiserie. Donc on a fait tout un principe de calpinage. Alors c'est beaucoup d'aller-retour entre la matière et puis donc la poutre dont je vous parlais tout à l'heure que vous avez vue, donc 1900, quand on la voit, elle arrive à l'atelier, on se dit c'est quoi, il est fou quoi, on va pas usiner ça quoi. Donc il faut déclouer, il faut enlever le plâtre, il faut tronçonner, il faut raboter, dégauchir, déligner. Enfin, c'est beaucoup de boulot. C'est ça qui fait que on est pratiquement plus cher qu'un matériau neuf. Un des problèmes que j'ai, je vous explique un des problèmes que j'ai. Aujourd'hui, un chêne abattu en France, qui part en Chine, qui revient en France, chez Leroy Merlin, machin, 400 € le mètre carré. Moi, un chêne que je vais chercher au bout de la rue, que j'usine dans mon entreprise, il me revient à 600 € le mètre carré. Il est où le problème? Il est où le problème? Dites-moi, il est où le problème? Le carbone. On calcule pas le carbone, on s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est les futures générations qui vont payer. Donc on continue. Là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. Mais voilà, on arrive à faire ça. Avec ça, donc les morceaux de bois qui sont là, on fait le cadre. La Fédération Envie, c'est une fédération qui recycle 30% de l'électroménager en France depuis les années 70. Avec 3 machines à laver obsolètes, ils font une machine à laver presque neuve et 2 emplois en insertion. Et ils font ça sur les panneaux photovoltaïques qui sont mis sur le médical. C'est une fédération d'associations. Dans chaque région, il y a une association. Et c'est un groupe vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire.
Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec eux, c'est économie circulaire, sociale et solidaire. C'est quoi l'idée? C'est que on récupère ces éléments, on récupère le hublot de machine à laver, puisque 3 machines à laver obsolètes, une machine à laver presque neuve, 2 hublots jetés. Donc on prend le hublot, on le met dans le bois, et avec ça, on fait la cloison hublot. La cloison hublot, elle est où? Ouais, je monte tout le processus parce que c'est dans ces moments-là, quand on arrive là, il faut usiner là, ça chauffe. Après, ce que j'aime bien, c'est quand ça chauffe bien, ça donne des jolies marques sur le bois. Voilà, on essaie de les garder. Donc ça, c'est le résultat. Donc c'est une cloison de 6 mètres de long, 3 mètres de haut. Une anecdote. Quand on a ouvert, quand on avait fini, on était heureux, on avait fini notre bâtiment, et là, il y a ce qu'on appelle un bureau de contrôle qui doit donner la conformité pour l'ouverture. Et là, quand il a vu la cloison, il a dit bah non, en fait. Non, moi je donne pas une ouverture sur un bâtiment comme ça. Alors je lui dis oui, d'accord, alors mais bon, c'est quoi le problème? Ah bah c'est que si jamais quelqu'un se jette sur la cloison en courant, bah du coup il peut tomber par terre. Ah, je lui dis non, il tombe pas par terre, il se casse la tête, mais il tombe pas par terre. Ah oui, mais alors moi je sais pas, hein, je sais pas si voilà. Alors je lui dis alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous sachiez? Alors il me dit il faut faire un essai au sac. Alors je lui dis un essai au sac. Ok, alors c'est scientifique, un essai au sac c'est quoi? Vous prenez un sac de 80-120 kilos, vous le mettez à un angle sur une potence de voilà comme ça, et puis vous le lâchez dans la cloison. Et si la cloison résiste, c'est que c'est réussi. Alors moi je lui ai dit bah oui, ok, je veux bien faire l'essai au sac sur la cloison, je suis sûr qu'elle résistera et que le sac ne tombera pas par la fenêtre, mais ça va l'abîmer, ça me gêne. Alors je trouve un bureau d'études génial, Charpente Concept, et je lui dis si jamais je propose au bureau de contrôle de pouvoir calculer l'essai au sac et que tu t'engages sur le fait que ça résiste, est-ce que tu es d'accord de le faire? Je demande au bureau de contrôle, le bureau de contrôle me dit oui, mais alors il faut vraiment que ce soit un bon bureau d'études quand même, il faut que ce soit un bureau d'études, certifié ceci, certifié cela, machin. Je dis ouais, non, mais il a tout le pédigré, il n'y a pas de souci. Et puis le bureau d'études me dit ouais, ok Alexandre, mais je te connais, bon, je veux bien te faire confiance, mais bon, je te fais confiance seulement si tu me démontes une partie de la cloison et que tu me montres tous les dimensions des boulons, des goujons, comment tu as fixé et tout, et si j'arrive à remonter à l'assemblage. Je lui ai dit, mais attends, pas de souci, ça c'est facile, ma cloison elle est démontable, moi je fais tout, voilà, on fait comme ça. Je suis allé, j'ai démonté une partie, il a pu tout prendre les sections, il a fait tout son calcul en fonction, et là on s'est rendu compte que c'était gagné. Voilà, gagné, on a pu ouvrir, voilà, c'était super. Voilà, elle y est toujours du coup, elle y est toujours. Donc voilà, donc là je vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments, je vais continuer à vous présenter un peu notre engagement. Donc il y a 2 choses qui sont un peu clés dans notre engagement, c'est la relation entre le design de la décision et le design inversé. Le design de la décision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va aujourd'hui dans un horizon où on est face à des incertitudes. Je discutais il y a un moment déjà de ça avec un ancien ministre de l'Industrie qui me disait moi, il y a 5 ans, quand j'étais ministre de l'Industrie, il me disait ça en 2010. Je savais planifier l'avenir énergétique de la France. D'accord? Aujourd'hui, je suis incapable de savoir ce que je dois mettre dans ma maison pour la chauffer. Voilà. Avec l'évolution des prix, les machins, les matières premières, les ressources. Voilà. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Voilà, on sait à peu près les éléments. Mais on voit quand même que entre le gaz russe, est-ce qu'il faut investir dans le nucléaire, est-ce qu'il faut investir dans le renouvelable? Alors, je vous rassure, l'Allemagne investit dans le renouvelable, hein, mais à fond. Hein. Alors, l'autonomie énergétique, ce ne sera pas 2030, ce sera avec le problème du gaz russe, ce sera 2040, d'accord? Nous, on investira dans les centrales nucléaires à ce moment-là, on se dira oui. Ouais, il y a des enjeux là qui sont en train de se présenter, qui sont déterminants. À mon avis, moi, franchement, c'est pas l'un ou l'autre. Ça doit être une logique de flux énergétique à l'échelle de l'Europe qu'on est incapable de penser aujourd'hui. Le design de la décision, c'est-à-dire, c'est pareil quand on travaille à 7 sur le recul du trait de côte et qu'un élu va voir ses habitants en lui disant « on a un problème, on va avoir un problème. Mais le problème, c'est que je peux pas vous dire lequel. C'est-à-dire vous allez avoir les pieds dans l'eau, certains, d'autres non. Il va falloir qu'on définisse le recul du trait de côte ensemble. C'est la logique du projet partenarial d'aménagement. On définit scientifiquement, on regarde les aléas des 100 dernières années, on projette les aléas, les houles, les marées, les tempêtes,
et puis on regarde avec les évolutions du GIEC, qu'est-ce que ça signifie pour dans 100 ans. Alors on avait oublié un truc qui n'était pas dans le scénario, c'est Trump. 400 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en l'espace de 5 ans supplémentaires. Bon, ça veut dire qu'on est en train de se rendre compte que le 1,20 m, qui était le scénario sécuritaire imposé par le BRGM et le CEREMA, serait le scénario à minima. Du coup, voilà. Donc ça commence à devenir compliqué. Donc tout ça pour dire que dans cette incertitude, ça veut dire qu'il va falloir trouver de nouvelles méthodes de conception et il va falloir accepter le doute dans la conception. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la logique du matériau que je connais pas au moment où je commence à concevoir. Et le gisement comme incertitude qui renverse la donne, ça c'est fondamental. Pour moi, il y a une remise en question de la relation entre le beau, le laid, le sale, le propre. Quand la norme aseptise le regard sur la matière et qu'on touche mais qu'on ne reconnaît plus. Vous allez comprendre pourquoi, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ça, c'est dans la conception. On a fait tout un chantier participatif avec des habitants à Romainville, autour de la cité maraîchère. On est reparti de la même matière en chaîne. On a fait des micro-charpentes. Chaque personne était responsable d'une micro-charpente. Et puis après, chacun est venu avec sa micro-charpente. Et à la fin, ça faisait une table. Voilà. Donc ça, c'est une logique de conception partagée, de co-conception. C'est pas une concertation où on dit aux gens ce qui va se passer, c'est une concertation où on adapte les choses ensemble. Ça, c'est l'école de la rénovation urbaine. On arrive sur un plateau de 500 mètres carrés, on me dit, voilà, il faut installer une école qui s'appelle l'école de la rénovation urbaine, qui est l'école de l'Agence nationale de rénovation. Et c'était pas évident parce que c'est un grand plateau. Et donc, du coup, on est reparti sur un principe de balloon frame. Et on s'est dit, ce serait sympa que la cloison devienne le meuble et que le meuble devienne la cloison. Avec l'idée que dans le couloir, comme on a beaucoup de gens qui viennent de toute la France pour se former en tant que conseil citoyen, on ait des éléments qui permettent d'adapter. Là, c'est un chantier où on est parti dans l'idée que on aurait le minimum d'énergie dépensée pour la remanufacture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un déchet sur les Champs-Élysées, sur un chantier bac à chat, on l'emmène pratiquement directement sur le site, on débite sur place, on pose. Ça, c'est ce que j'ai fait de plus radical dans la question de la relation à l'énergie et à la matière. Toutes les phases de conception qui sont là, en 3D, je les fais avec les gens qui vivent le lieu, mais j'ai pas encore la matière, d'accord? Au moment où j'ai la matière, le magasin Dolce Gabbana, il est là. Ça, c'est les vestiaires qui étaient à l'emplacement de la piscine olympique sur le centre GRDF. Et donc, du coup, j'adapte directement. Ce qui est génial à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que mon menuisier qui a été formé à la Bonne Graine, vous savez, sur le Faubourg, il y a deux grandes écoles, l'école Boulle, l'école de la Bonne Graine. En fait, lui, il a été formé avec des poiriers, des bois précieux venus de l'autre bout du monde. Et je lui dis, on va faire des trucs géniaux avec les déchets du bout de la rue. Là, il me regarde, il me dit, ouais, tu crois que j'ai fait l'école pour faire des trucs avec des déchets, moi? Alors, du coup, ce qu'il comprend pas, enfin, ce qu'il comprend au bout d'un moment, c'est que au moment où il travaille la matière, quand il bosse dans l'agencement, par exemple, l'agencement, je sais pas si vous voyez, boulangerie, pharmacie. La boulangerie, la pharmacie, on sait même plus ce qui les différencie. En fait, elles se ressemblent toutes, quoi. C'est les mêmes panneaux, c'est du panneautage avec des trucs. Arrêtez de dessiner, les gars, c'est fini, quoi. Je veux dire, voilà. Et ben, ce qui est bien ici, c'est que quand mon menuisier vient, par rapport à ce qu'il ferait là où il n'aurait pas de réflexion, il voit la matière arriver, il adapte. Et en fait, c'est lui qui dessine. Il dessine directement sur le mur, en fonction de son savoir-faire. Et donc, du coup, il y a un lien entre ce qu'il a appris, ce qu'il fait, et la matière qui arrive. Et là, on dialogue. Donc, ça veut dire que le plan, il est là, mais ouais, pas complètement, en fait. Voilà. Alors, j'avais candidaté à un prix d'architecture. Voilà. J'avais gagné le prix Fibois sur le laboratoire d'économie circulaire. Et là, il y avait une architecte qui était présidente du jury, une grande architecte. Elle a dit, ça, c'est pas beau. Non, on met pas ça. Ça, c'est pas de l'architecture, ça. Non, ça, c'est pas de l'architecture. Là, je me suis dit, j'étais un peu énervé. Je me suis dit, oh, quand même, c'est quand même pas si sale que ça, ce que j'ai fait. C'est quand même pas, c'est pas, voilà, c'est pas neuf, quoi. Mais et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle a peut-être raison. Elle a peut-être en partie raison. D'ailleurs, je me suis rendu compte, et on est incubé là en ce moment par la BPI, l'incubateur architecture et design, et donc du coup, il y a des gens hyper spécialisés sur la communication et tout, et ils m'ont dit un truc comme ça, ils m'ont dit, Alexandre, tu feras pas changer la planète, c'est pas possible. T'es engagé, c'est vrai, t'as compris des trucs. Mais par contre, le monde entier, lui, il est habitué à l'objectification telle qu'il a été fait. Donc va chercher les gens là où ils sont.
Et alors là, j'ai compris un truc, parce que du coup, mon modèle économique, il est quand même très compliqué, vous l'imaginez bien. Et donc, du coup, j'ai compris un truc, c'est qu'il y avait deux mondes. Il y a le monde de ceux qui sont prêts à accepter ça, et il y a le monde de ceux qui ne l'acceptent pas du tout. Et par exemple, on a fait la cave de l'ambassade de Suisse, une cave pour stocker des bouteilles pour les JO. Alors j'aimerais bien vous expliquer, j'ai encore un peu de temps ou pas? C'était le ministère des Affaires étrangères qui vient me voir pour stocker des bouteilles de vin suisse. Je me dis, bah, tiens, c'est bizarre. Pourquoi du vin suisse? Parce qu'en fait, en 2050, on aura le côte du Rhône en Suisse. Et puis, avec l'héliotropisme français à 55 degrés, il y aura moins de gens sur la Méditerranée. Par contre, il y aura plus de gens dans les montagnes, dans les lacs, là où il fera frais, et on pourra en même temps voilà, prendre un peu la fraîcheur de l'eau. Et donc, du coup, il y a des stratégies comme ça qui se mettent en place. Et donc, du coup, tout ça pour dire que on a fait là quelque chose avec du bois noble, et on peut aller vers les métiers d'art avec la relation avec la ressource. Donc ça, je finis sur cette histoire. Donc là, on est chez monsieur et madame Bertaille, rue Étienne Marais, qui habitent un appartement au dernier étage. Et donc, c'est un appartement de 65 mètres carrés, plutôt sympa, dans lequel ils ont investi. Par contre, quand ils ont investi, ils ne se sont pas rendus compte, l'appartement n'a jamais été réhabilité. Du coup, le parquet grince. Et puis, il n'y a pas de chambre pour leur fille Mathilde. Donc, du coup, Mathilde, elle a 2 ans, elle est là. Et donc, du coup, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, on trouve ça génial ce que vous faites, et on voudrait réfléchir à une manière de réaménager notre appartement dans le lien avec l'économie circulaire, en réponse aux enjeux climatiques et en même temps à nos besoins. Et donc, du coup, on a réfléchi et on s'est dit, on va mettre Mathilde dans la chambre. On va mettre Mathilde dans la cuisine. On va mettre la chambre de Mathilde dans la cuisine, pardon. Là, Madame Berthaille me dit, ouais, quand même, Mathilde dans la cuisine, j'ai quand même un peu du mal, quoi. Bah, pourquoi elle avait du mal? Parce que oui, c'est vrai que la cuisine, années 80, un peu dans son jus, du gras partout. Je dis, non, mais faites-nous confiance, on va tout enlever. C'est pas ce bois-là qu'on va réutiliser. On va vraiment faire ça avec des parquets qu'on a récupérés dans un gymnase des années 60. Voilà, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Elle avait du mal à y croire. Et quand on est parti, eh ben, c'est sa grand-mère qui est venue me voir, elle a posé les rideaux. Elle m'a dit merci. Vraiment merci, parce que Mathilde, elle a vraiment une chambre à sa taille, avec ses petits placards, avec son... Et il paraît que Mathilde, elle est super contente dans sa chambre maintenant. Donc, alors la question, c'est quoi? La question, où est la cuisine? Où est-ce qu'on a mis la cuisine? Alors il s'avère qu'aujourd'hui, on est dans l'idée que, voilà, une personne dans la cuisine qui fait la cuisine pendant qu'il y en a un qui est dans le salon en train de regarder la télé, ouais, c'est plutôt tendance, quoi. La cuisine fermée. La cuisine ouverte sur le séjour, où on cuisine ensemble, où on invente des plats, on fait des trucs sympas, voilà. Donc on était dans un séjour qui était un peu dans son jus, avec derrière la salle de bain et la chambre était juste derrière là. Et donc du coup, on a aménagé un mur où on a mis la cuisine dedans. Donc ça, c'est un parquet en chêne. Alors voilà, j'ai amené ma petite boîte magique. Alors ça, c'est un parquet en hêtre qu'on a récupéré dans un gymnase. C'est un parquet danois posé dans les années 50. Ça, c'est un parquet en chêne. Tout ça, ça appartient à l'incinérateur. C'est le parquet que vous voyez là. Ça, c'est un bois brûlé qui vient d'un incendie des murs à pêche à Montreuil, qu'on a récupéré, qui partait à l'incinérateur aussi. C'est à peu près le chêne, il est là. Voilà, donc la chambre, le dressing. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un effet magique. Ce que j'explique aux gens. Aujourd'hui, Paris, 200 tonnes d'encombrants jour. Incinérateur. Le 11e, 11 tonnes jour. Imaginez les 40 métropoles industrialisées dont je vous parlais tout à l'heure, ce que ça représente. On est en hémorragie carbone. C'est-à-dire, on abat des arbres en Pologne, on fait du mobilier avec chez Ikea, on les met dans des appartements et on les brûle. Voilà, c'est un cycle. C'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. C'est très linéaire. Hein, c'est vraiment, sauf qu'à la fin, il y a le mur. Hein, c'est évident. Là, ce qu'on essaye d'inventer quand on fait ça, c'est cette idée de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on récupère les encombrants et on les remet dans ce cycle vertueux. Après, il y a beaucoup de travail derrière, mais l'idée, c'est de montrer aux gens que on va pas contre leur logique. C'est-à-dire, dans un appartement biscornu à Paris, vous mettez un meuble Ikea, qu'est-ce qui se passe? Il est biscornu, l'appartement. Le meuble, il est d'équerre. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous perdez 1% de la surface. Après, vous avez vos objets que vous voulez mettre dans le meuble Ikea. Vous avez déjà fait cette expérience, ça rentre pas. C'est pas adapté. Là, on repère une nouvelle fois. Moi, avec ma logique, j'adapte le meuble à l'espace. J'adapte le meuble à l'objet, aux besoins. Je pars de la mesure de chaque objet. D'accord? Je gagne 3% de surface sur l'espace. 3%, 3 à 5%. Plus d'espace à la fin.
Ça, c'est la force. Et surtout, c'est pas du feng shui, mais plus de sérénité. Pourquoi? Chaque chose est à sa place. Et ça, c'est magnifique. Je l'ai vu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un appartement rue Violet, pas refait depuis les années 70, et je conclurai là-dessus. Voilà, une fois livré. Merci à tous. Merci beaucoup.